je viens un peu du genre documentaire. Je suis réalisateur de films documentaires plutôt. Et ici, dans Zalama, je voulais combiner deux choses principalement. L'histoire de Jorge et sa famille. Et Jorge, c'est le papa de Nathan. Alors, je voulais conter son histoire, mais dans un lieu un peu exceptionnel. Et alors, une amie à moi, biologiste, qui travaille c'est une réserve protégée, et alors il m'a montré ces lieux. Il m'a introduit avec les pêcheurs aussi. J'ai beaucoup aimé cet endroit. Je sais pas, à cette époque, il faisait des vidéos d'écotourisme. Alors j'étais vraiment... Oui, je connaissais la région très très bien. Et je me disais, bon, ici c'est le seul endroit où je peux voir une vie très proche à la nature et pas détruite par des hôtels, les chaînes des hôtels qui ont détruit toute la côte dans la rivière Amaya, qu'on appelle rivière Amaya maintenant, et dans la côte caribéenne au Mexique. Et pour moi, j'ai commencé avec ça. Je dis, ok, je veux combiner l'histoire de Jorge et sa famille avec cet endroit qui est exceptionnel et qui maintient une vie ancestrale, non, des pêcheurs qui pêchent avec une façon, très artisanale, exactement. Et ça, pour moi, ça va être une carte d'amour à cette région que j'ai beaucoup aimée, qui m'a fait découvrir belles choses par rapport à la nature, notre relation avec la nature. Et donc, tu as d'abord eu un coup de foudre avec le lieu. Oui. Tu l'as choisi parce que c'est un lieu préservé. Oui, exactement. Tu connaissais déjà cette communauté des pêcheurs. Je l'ai découvert dans un petit voyage que j'ai fait avec mon ami biologiste. Okay. Et j'ai dit, c'est ici où je dois amener Jorge, je dois voyager avec Ton Jorge. personnage de fiction, on va dire. Le personnage un ami que j'ai dit, il faut faire un film ensemble un jour. Mais il n'est pas pêcheur. Il n'est pas pêcheur. Jorge, le papa de Nathan, il n'est pas pêcheur, il est un guide. Maintenant, c'est un guide très, très, très intéressant, un guide d'ornithologie. Et très connecté à la terre, très connecté à les animaux. Et c'est pour ça que le destin dans ce film nous a fait trouver Blanquita. C'est à cause de son talent et sa connexion avec le monde vivant, la nature. Oui, la nature. C'est ça qui nous a permis d'avoir cette proximité avec un oiseau sauvage. C'est un oiseau sauvage qui est, comme elle a apparu dans le film, elle a décidé de partir aussi. D'ailleurs, puisque tu parles de Blanquita, l'oiseau, le héron, qui est un personnage du film, peut-être tu peux nous dire quelle partie du film est écrite, qu'est-ce qui était à l'origine écrit, et qu'est-ce qui est composé, ce que tu as composé avec le réel, c'est-à-dire en arrivant là-bas, qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ton film qui n'était pas à la base écrit, et je pense que Blanquita doit être... Elle n'était pas écrite. Voilà, c'est ça. On a fait 2 voyages en total. Dans le premier voyage, il y avait une structure, il n'y avait pas de scénario, il y avait une structure. Et dans cette structure, je voulais trouver ou raconter l'histoire d'un enfant qui va partir et que c'est une espèce de dernier voyage, mais aussi un voyage de découverte de petite enfance à être une petite homme. Non, ça. C'est pour ça que je dis, bon, c'est important que Nathan regarde et qu'il participe à las tareas. Les tâches. Non, como el trabajo de cada día. Les tâches d'un pêcheur. Exactement. C'est ça, non? Si, alors, dans les notes que j'ai fait, j'ai dit, bon, on va construire cette relation papa et fils petit à petit.
Au début, c'est la seule chose que j'ai dit à Nathan, c'est qu'au début, tu ne parles pas trop avec papa et tu es un peu sérieux. Et pense à que, voilà, que, je sais pas, j'ai donné peu de choses, peu des indications à Nathan et à Jorge. La seule chose, c'est que au début, j'ai dit, bon, il ne faut pas parler trop au début. Oui, parce que c'est normal, le personnage, il est censé arriver dans un lieu qu'il découvre qui est très très éloigné de Rome, de l'Italie et de la ville. Oui. C'est vraiment la découverte d'un monde entre guillemets sauvage. Mais l'enfant, Nathan, je ne sais pas si je le non, Nathan, à la vie réelle, il habite pas loin de cet endroit. J'avais lu que Nathan, il vit pour de vrai au Mexique, c'est ça? Au Mexique, oui. Donc c'est pas une nature qu'il découvre. Mais dans le film, oui. Dans le film, oui. C'est une nature qu'il découvre parce que où il habite, c'est où j'ai vécu, c'est Playa del Carmen, c'est un endroit très touristique. Voilà. Mais cet style de vie des pêcheurs artisanal, c'est ça, il le découvre par de vrai. Mais on a fait, on a tissé petit à petit la relation, les rapproches, le rapport entre papa et fils. Alors, je dis, bon, une bonne activité, c'est de faire une fenêtre. On va construire une fenêtre et on va peindre de jaune parce qu'on va mettre les soleils dedans dans notre cœur. Alors on va peindre de jaune l'intérieur du palafite, de la cabane. Et j'ai joué avec beaucoup de symboles dans cette film. C'était une époque où j'étais très attentive aux symboles. Et aussi parce que le langage cinématographique, c'est un langage des rêves, des symboles. Au lieu le reportage. Le reportage, c'est une opinion, et c'est chercher une vérité, mais dans le cinéma, c'est exprimer les rêves. Et c'est ce qu'on ne peut pas dire avec les mots, on le dit avec les images, avec les sensations, avec les sons. Et c'est pour ça que dans ce film, j'ai décidé de faire ça, d'être attentif à tout ce on peut se servir pour raconter une histoire d'amour entre papa et enfant. Et plutôt que de chercher les mots, et chercher les activités, les images, les sensations qui peuvent nous approcher à ça. Et dans ce sens, on revient peut-être à la question qui avait été posée, comment on présente un film comme ça à des jeunes qui ont donc l'habitude de voir des films d'action. Parce que moi, je ne pense pas que ce soit un film long. Je trouve que c'est un film rythmé parce qu'on est toujours en caméra portée en train de voir ces activités que tu proposes aux acteurs, mais qui font partie des activités de la pêche, du matin au soir, dans une simplicité incroyable, mais aussi dans la découverte de ce monde avec les oiseaux, la nature, la mer, etc. Donc la question qui se pose, c'est comment présenter ton film à des jeunes peut-être citadins, des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de film. Ça, c'est génial. Ça, je pense que c'est un défi à vous de le découvrir. Mais on est ici pour ça, non? On est ici pour se rencontrer, pour essayer de faire à les élèves d'avoir pleine conscience. Et quand tu as la conscience, plutôt que la raison, mais la conscience, c'est être présent. Et ce voyage, par exemple, à mon avis, c'est un voyage où nous, on avait, à cette époque, 2010, on l'a fait en 2009, pardon, 2009-2008. Et dans cette réserve, on ne pouvait pas utiliser les mobiles. Les téléphones portables, ni les laptops. Alors, on était obligé à être présente.
Et je pense que ça, c'est une condition très très difficile à trouver maintenant, être présente. Maintenant, on est vraiment absorbé par l'information vite, le médium, non? Le médium, c'est le message, a occupé grande part de notre vie, qu'on a oublié d'être présente, d'être consciente. Et je pense que la valeur de vous, c'est d'essayer à les élèves reviens ici, être présent, être attentif, être consciente. Et c'est pas seulement écouter, non, c'est pas de assis-toi et écoute, c'est être vraiment réfléchi à ce que tu es, est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu écoutes. Et ça, par exemple, dans la lama, et le message, je déteste, non, on déteste de parler de message, non, mais je dis le message dans la bouteille, le message en la bouteille, le message de la bouteille, à l'intérieur de la bouteille. Le message à l'intérieur de la bouteille, c'est ça. C'est une petite personne qui réfléchit à ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a... Il a dit, oh, j'ai vu des barracudas, j'ai vu des frégates, j'ai vu Blanquita, j'ai vu la caméra. Oui, d'ailleurs, je voulais te poser la question de ces quelques regards caméra qu'on voit dans ton film et du fait que le personnage nomme la caméra. Pourquoi tu as voulu garder ça dans ton film? C'est ce qui s'est passé. Il nomme la caméra et je dis oui. Je pense que la caméra, ça fait partir de l'expérience d'être là. Il est jour à jour, il a participé avec les activités de show, mais aussi il y avait une caméra qui enregistrait tout ça. Alors, la caméra fait partie de cette... le cinéma, plutôt que dire la caméra, pour moi, c'était aussi comme... Oui, il y a le cinéma aussi. J'ai vu tout ça, il y a le cinéma pour le partager. J'avais une question sur, dans l'idée de ce film d'initiation, il y a un aspect que j'ai remarqué qui est l'initiation à la masculinité, la construction du genre en fait de ce garçon, avec par exemple deux moments que je pourrais donner en exemple, la scène un peu de la bagarre avec le papa. Est-ce que vous aviez voulu dire peut-être avec ces scènes? Alors, la scène de la bagarre, c'est une activité que oui, c'est... En Mexique, il y a une tradition de lutte, de lucha libre. On l'appelle lucha libre. C'est une grande tradition. Alors, je pense que Jorge, comme il jouait comme ça avec son enfant, c'est un peu de faire la lucha libre, faire la lutte. À part la mère, au début, c'est un monde d'hommes. Est-ce que c'était voulu? La question, je pense, qui se pose, c'est est-ce que le père apprend à son fils à être un homme? Bon, je ne sais pas, c'est plus complexe que ça. Parce que le père aussi, il accompagne son enfant chercher l'oiseau. Et aussi, il l'aide à, il marche à côté de lui pour l'accompagner à son rêve, non, de trouver Blanquita, son désir de trouver l'oiseau. Et aussi l'accompagne quand l'enfant il est déçu de ne pas trouver l'oiseau. Et il l'accompagne dans ses larmes aussi. Dans ses larmes, il l'accompagne dans ses larmes. Normalement, il parle de la séquence où il lui explique qu'il va devoir partir un nouveau à Rome, et c'est là où l'enfant pleure parce qu'il est triste.
quand je dis ça, c'est parce que il y a une complexité de la relation. Il y a le côté masculin, mais il y a aussi un côté sensible, que c'est pas, tu sais, être, les hommes ne pleurent pas. Je pense que c'est un arc-en-ciel, oui, une éventail des choses dans la relation. Et la lutte, ça fait partie de ça. Il y avait des choses que je pouvais contrôler de cette façon, comme construire la fenêtre et amener ces deux personnages, mais je les amène dans un endroit que c'est comme ça. Pour ça, j'ai amené papa et fils dans un endroit que les pêcheurs, ils habitent comme ça. Ça, c'est la partie documentaire. En fait, je me demandais si dans ce village de pêcheurs, il y avait des femmes, ou si vous avez volontairement choisi de ne pas les filmer, pour justement insister sur la relation entre le papa et son fils. Non, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, parce que c'est un lieu de travail. Alors, leur famille, ils habitent dans la côte. Les pêcheurs, ils vont pendant 30 km dans la mer, dans cette réserve naturelle, pour exercer son travail. Et après, je sais pas, quelques jours qu'ils restent là-bas, ils rentrent à la côte pour trouver leur famille, où il y a les enfants et les femmes aussi, les épouses. Et le père, c'est vraiment le père de Nathan, ou pas du tout? Est-ce que le grand-père et le grand-père, enfin moi j'ai vraiment du mal à voir la délimitation en fait, voilà, entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Oui, alors c'est une espèce d'hybride. Il est vraiment de faire une liste de qu'est-ce que c'est réel, qu'est-ce que c'est pas réel, qui, pourquoi lui. Je sais pas. Le plus important, c'est de retenir l'expérience, je sais pas, l'histoire. Sensible aussi, oui, ça c'est pour moi ça c'est le plus important. Est-ce que vous voulez en profiter, Pedro, pour montrer les extraits qu'il voulait montrer? Oui, grandement. Oui, j'ai choisi de vous montrer Crème Blanc, que c'est un film réalisé en 1953 par un réalisateur qui s'appelle Albert Lamorisse. Il a filmé ce film dans la région de Camargue. Et je me souviens que ma maman, elle m'a montré ce film quand j'étais petit. Et elle me l'a montré plusieurs fois parce que c'était Crème Blanc. Tout le temps, elle me parle de Crème Blanc. Alors, ce film, il est resté dans mon imaginaire, je pense que jusqu'à maintenant. Et quand j'ai fait à la mare, je pense que c'était dans mon inconscient. Il y avait les images de Crème Blanc. Quand j'ai filmé à la mare, il n'était pas... oui, il était présent parce que c'était un film qui m'a beaucoup marqué d'enfance et voilà, quand j'ai choisi de devenir réalisateur, et oui, c'est un de mes films. Et j'imagine que quand Blanquita, l'oiseau blanc, est arrivé dans ton tournage,
Là, il y a eu beaucoup plus d'écho parce qu'il y avait la relation entre le garçon et le cheval, et là, tu as trouvé la relation entre l'oiseau et l'enfant. Complètement, Ouais. oui. Pour moi, c'était très clair quand il arrivait et quand j'ai vu que Jorge, il arrivait à avoir ce rapport très proche entre être humain et animal sauvage. Je disais, waouh, il essaie d'avoir une communication avec la vie sauvage, non? Mais dans une forme très, très similaire à Crème Blanc, parce que Crème Blanc, c'est un cheval sauvage de la Camargue. Et alors, en Crème Blanc, c'est ce qui se passe, c'est que tu peux pas... Le cheval, il ne veut pas rester... C'est un cheval sauvage. C'est un cheval sauvage. Il veut rester sauvage. Et l'enfant, il comprend qu'il veut rester sauvage, alors il l'accompagne. Et ici aussi, bon, dans Alamar, pour moi, c'était ça. C'est exactement le contraire avec la société de consommation. On ne peut pas acheter Blanquita, on ne peut pas acheter... Pour moi, ça c'était... Je sais pas, ça a été beau. Quand Blanquita, il a plus venu, on avait l'idée ensemble d'aller chercher Blanquita, en sachant que peut-être on ne la trouvera pas. Quand tu dis on, nous, on voulait que, nous, c'est qui? C'était moi et c'était le papa, Jorge, c'était Matraca, le pêcheur, et l'ingénieur de son. On avait deux, on filmait que deux. Moi, je faisais la caméra et une amie à moi, elle faisait les sons. Et on vivait tous dans la même cabane. C'est là on dormait exactement comme vous le voyez dans le film, dans les hamacs. L'écriture du film se faisait presque au jour le jour. Oui, il y avait Manu et moi. Si, pendant le petit déjeuner, on essayait ici. Est-ce que si on va... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va... À part d'aller pescar, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Oui, on va nettoyer le bateau, parce que c'est la fin, ok, il faut nettoyer les bateaux, c'est une activité. On cherchait tout le temps des activités. Et quand Blanquita ne venait plus, alors, oui, on allait chercher l'oiseau pour avoir une rêve et pour aussi découvrir. Pour moi, c'était comme découvrir qu'on ne peut pas s'accrocher à des choses, ni à personne, ni à rien. Il faut seulement... On ne peut pas la posséder, quoi. C'est autant, on ne peut pas la posséder. C'est seulement les présentes. Je ne sais pas. Je sais pas, pour moi, c'était un lien avec Crème Blanc très, très proche. Et par exemple, à la fin, est-ce qu'il y avait des choses qui se passent de manière, comme le destin, la magie du destin ou de l'imprévu peut-être? De l'imprévu. Aussi à la fin, quand on était à Rome, je le demandais à la maman de Nathan, non, à Roberta. Et Roberta, est-ce qu'on peut voir Rome de haut? Parce que comme on était tout le reste du film, c'était au niveau de l'eau, mais on voyait beaucoup de ciel et il y avait cet univers des oiseaux. Pourquoi Nathan je pense que pour moi, quand on est à Rome, c'est Nathan qui est un oiseau qui revient à Rome, qui traverse l'Atlantique, qui arrive à Rome. Alors voilà, on va voir Rome de haut, comme un oiseau. Et elle m'a mené à cet endroit où il y avait... Oui, un endroit où tu peux voir la ville de haut. Et en marchant pour choisir où on pouvait filmer la dernière scène, on passe devant une espèce d'écriture sur le mur qui disait « Amor mío, tú eres mi presente ». Mon amour, tu es mon présent. Et je disais, je vois ça, je dis non, c'est ici, parce que c'est un film qui parle que du présent. Et d'être consciente, d'avoir la conscience d'être présente. Et c'est assis sur le mur, des soupes présentes, où ils font des boules de savon
que c'est ça aussi. Non, c'est, voilà, d'un instant, tu ne peux pas la retenir, comme Blanquita. Inori. C'est un film que j'ai fait après. J'étais invité au Japon par la réalisatrice Naomi Kawase pour faire ce film documentaire. Et oui, je voulais vous montrer Inori aussi parce qu'il y avait, pour vous montrer que voilà, un autre endroit, c'est un petit village qui est en train de disparaître. Et voilà. Il n'y a pas des enfants, il n'y a pas des jeunes, il n'y a que des vieux. Et c'est les derniers habitants d'un petit village. Aussi, je voulais montrer cette scène avec le vent, parce que pour moi, pendant la réalisation d'un film, c'est être attentif. Très attentif à ce qui advient au réel, et on l'accueille. C'est un peu ce que tu veux nous dire. On accueille ce pressant du tournage. Oui. Parce que je pense que je fais cette présentation devant vous et vous le ferez devant votre élève. Et oui, c'est un défi. Je pense que j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous ferez pour avoir cette attention, non? Et que aussi les enfants, ils le rapport à sa vie aussi. Beaucoup de choses sont symboliques dans votre film. Ce drapeau qui est rouge, c'est quoi? Oui, le drapeau, c'est un drapeau qui Jorge, il a dessiné, et Nathan, il avait dans sa chambre. Alors quand je lui ai demandé, ok, qu'est-ce que tu veux amener dans le voyage? Il m'a dit ça, et le drapeau que papa m'a fait. Et c'est un drapeau d'un symbole universel c'est la paix, la unité et le balance des choses. Et il y a les trois éléments apparemment dans un cercle. Il y a les trois éléments dans un même cercle ça fait la unité et les balances. J'ai filmé ce petit film avec très peu de moyens. C'est avec une amie. Il y avait une caméra. Il faut une caméra et aussi le désir de chercher une histoire, d'exprimer ses rêves. Voilà. Oui, sur le titre, je voulais... c'est aussi un hybride de titre, parce que c'est à la mer, mais c'est Al-Amour. Quand on aime, Al-Amar. Al-Amar. Al-Amar, ça veut dire quand on aime. Exactement. Quand on aime, et Al-Amar, c'est à la mer. Vers la mer. Vers la mer. C'est un jeu de mots. Oui, en Inori, c'est la disparition. La disparition de l'homme.
Les rêves, c'est toujours très présent dans ce que je cherche à travers le cinéma, le rêve. Je pense que le landscape, comme c'est les paysages, ils jouent un rôle très 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 important dans Inori et à la mar aussi. Nous on est que on est que des particules dans ce paysage. Il va d'un côté à l'autre côté, mais c'est le paysage qui nous représente. À la mar, c'est le paysage qui représentait aussi notre sentiment, je veux dire mes sentiments de revenir à l'arrière, à mon enfance, quand je voyageais aussi au Caraïbes avec mon papa. Je me souvenais qu'il y avait ma maman avec Crème Blanc, les filles, et voyage avec mon père au Caraïbes et découvrir avec le snorkel, le goggles, les petits poissons tout colorés. Et c'était un rêve que je me souvenais pendant à la mar et pendant mon temps dans les Caraïbes. Et je me souvenais de cette image quand j'étais enfant. Et je le cherchais. Je le cherchais pendant des années, ces poissons tout colorés, et je les ai jamais rencontrés. No los volví a ver. Je ne les ai plus retrouvés. Voilà, je les ai plus retrouvés. C'est un peu... Mais le voyage, cette image, les sensations, ce souvenir de mon enfance, il faisait partie de mon désir d'aller chercher de nouveau les poissons, ce moment de complète joie, de découvrir l'arc-en-ciel dans la mer. Et voilà, c'est ça. Je pense que dans la création, il y a beaucoup de choses qu'on va chercher par rapport à notre enfance. Oui. Et par rapport au cadre, du coup, comment ta façon de cadrer ce paysage ou ce rêve? Ah oui, j'aime, oui, quand on a tourné à la mar, avec chercher la symétrie. Alors, il y a beaucoup de choses centrées. Il y a le papa et l'enfant qui passe devant un arbre, et l'arbre, il est au milieu, il est exactement au milieu. Il y a beaucoup de choses très en symétrie. Et je pense qu'avec ça, je vais aussi trouver les balances dans la nature, dans le cadre. Et c'est dans cette balance où on se balade. Donc tu cadres le paysage et tes personnages évoluent à l'intérieur de ce paysage encadré, très encadré, très réfléchi au niveau du cadre. Réfléchi. Bon, oui, ok, ça. Oui, L'arbre au milieu, c'est bien réfléchi. Milieu ou des balances. Je cherche les balances dans l'image. L'équilibre. L'équilibre, voilà. L'équilibre.